L'anesthésie du sommeil, eh bien, au réveil, nous en parlons maintenant avec le professeur Eunou Hyacinthe qui a été très bien présenté là. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour professeur. Merci, bonjour. Alors, en entrée de jeu, on a déjà envie de demander qu'est-ce que c'est que l'anesthésie? Alors, avant mon propos, je voulais vous dire merci. Merci à la RTI de me permettre, en tant que membre de la société scientifique et médicale, de parler d'un sujet méconnu de la population, parce que la population a peur de l'anesthésie. Alors donc, pour répondre à votre question, c'est que l'anesthésie, avant de donner la définition, oui. L'anesthésie, ça existe depuis la création du monde. Quand vous rentrez dans la Bible, dans la Genèse, on voit bien que Dieu, pour donner une femme à l'être qu'il avait endormi, a plongé l'homme dans un sommeil profond et a extrait cette côte dont il en a fait la femme. Donc, pour vous dire... L'anesthésie ici a pris forme voilà, à son origine. Voilà, depuis la création du monde. Donc, en fait, pour revenir à la modernité, l'anesthésiologie, qui est la science qui étudie l'anesthésie, cette anesthésiologie va permettre donc de définir l'anesthésie, qui est la suppression de la sensation douloureuse pour pouvoir pratiquer un acte chirurgical, obstétrical ou même médical. Quand je dis médical, certaines personnes ont eu recours à une fibroscopie. La fibroscopie, donc, des fois, la fibroscopie, on est obligé, pour employer un terme terre à terre, d'endormir le malade pour qu'il ne sente pas la douleur. Donc, en bref, voilà, pour la population, c'est de leur dire ce que c'est que l'anesthésie. Suppression de la sensation douloureuse pour pouvoir réaliser un acte chirurgical ou médical. Très bien. Alors, à partir de ce que vous venez de nous donner comme définition, vous avez aussi mentionné dans votre préambule la peur, les préjugés auxquels sont arrimés l'anesthésie. Déjà, j'ai une question à deux volets, savoir quels sont les différents types d'anesthésie qu'on trouve, et en second volet, d'où vient cette peur et ces préjugés par rapport à l'anesthésie? Ok, bien, merci. Les différents types d'anesthésie, il y en a, on peut dire qu'il y en a deux. Il y a deux types d'anesthésie. L'anesthésie locale et l'anesthésie générale. Mais dans l'anesthésie locale, il faut savoir qu'il y a l'anesthésie locale qui est limitée exclusivement à une région. Lorsque vous allez une surface, lorsque vous allez pour l'extraction d'un kyste ou d'un petit bobo, on va vous faire une anesthésie locale, qui est locale. Ensuite, il y a l'anesthésie loco-régionale. C'est l'anesthésie loco-régionale qui permet donc d'anesthésier une partie du corps. Ce que vous avez tous entendu quand vous parlez de péridurale ou alors de rachi-anesthésie pour des interventions qui sont situées sous l'ombilic. Donc, ce dont tout le monde a peur, c'est l'anesthésie générale. C'est l'anesthésie générale donc, qui va permettre donc, une perte de la conscience, premièrement, une immobilité, et donc une suppression de la douleur. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi les gens ont peur? Tout à fait. Les gens ont peur parce qu'ils ont peur de se réveiller. De ne pas se réveiller plus tôt. Ils ont peur de ne pas se réveiller plus tôt. Donc, la première question qu'on nous pose quand nous faisons des consultations d'anesthésie pré-anesthésique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une anesthésie générale sans être passé par la consultation pré-anesthésique. Ça, c'est des lois qui sont en France, qu'on a rapportées ici, mais il faut absolument faire une consultation pré-anesthésique avant une intervention. Donc la grande peur, c'est, professeur ou docteur, vous allez m'endormir, pour employer les termes simples, est-ce que je vais me réveiller? Alors, c'est ce qui, donc, alimente et agrandit la peur
de la population ou des patients. Merci déjà pour toutes ces précisions. Alors, au professeur, vous avez parlé de faire des analyses, bien sûr, dans un certain sens. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y a d'autres dispositions à prendre pour faire une anesthésie? Alors, pour faire une anesthésie, enfin, comme je disais, l'anesthésie donc commence, ce n'est pas l'anesthésie en tant que telle, mais on fait la consultation pré-anesthésique pour évaluer les risques de l'intervention, notamment de l'anesthésie. Donc, on va demander un certain nombre d'examens parce que chaque personne qui vient est un cas particulier. Ce n'est pas parce que j'ai fait une anesthésie à Pierre que je ferai la même anesthésie à Paul. Et le patient, lorsqu'on va lui expliquer ce que c'est que l'anesthésie, les produits qu'on va utiliser, on peut lui demander de choisir, on lui fait une proposition. Lorsque c'est possible, on vous fait la proposition entre une anesthésie générale et une anesthésie loco-régionale. Et la personne est habilitée et en droit de choisir son anesthésie, son type d'anesthésie. Donc, les différents examens, il y a ce qu'on appelle les examens de routine que tout le monde fait, l'urée, la glycémie, le cholestérol. Et à partir d'un certain âge, il faut faire des examens de cardiologie, notamment l'électrocardiogramme. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous autres, nous insistons pour faire les examens de routine, une radio pulmonaire, et des examens qui vont donc montrer le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire pour voir si le patient ou la patiente ne présente pas une anémie, mais surtout le groupe sanguin et son taux de prothrombine, qui est le taux qui permet de savoir si la personne a des bons éléments pour la coagulation. Tout à fait. Alors, professeur, notre sujet nous dit du sommeil au réveil. Et c'est le réveil qui importe beaucoup plus aux patients ici. Et c'est de là que vient cette hantise-là. J'ai envie de revenir à l'origine, comme vous avez bien envoyé au début. Qu'est-ce qui fait que finalement on a peur? Ce n'est pas peut-être le taux en matière de statistiques par rapport à l'anesthésie générale. D'où est venue cette hantise? Elle a sûrement une origine. Oui, cette hantise a une origine parce que au départ, l'anesthésie a commencé en 1842 à peu près par des balbutiements. Il n'y avait pas de médecin anesthésiste. C'est un petit jeu de loterie. Au départ. C'était les chirurgiens et même celui qui a trouvé un certain nombre de produits, c'est un dentiste au départ. Donc, et progressivement, d'une façon de faire empirique, est devenue une science. Et aujourd'hui, nous avons toutes les règles de sécurité pour conduire une anesthésie. Les gens pensaient à l'époque que, je rigole un peu toujours quand on me demande comment vous faites. Les gens pensent encore aujourd'hui que l'anesthésiste vient, il fait l'injection, il s'en va faire ses courses, et puis quand le chirurgien a fini, il appelle « Monsieur, venez réveiller votre malade », et il revient, il refait une piqûre pour que le patient se réveille. Ce n'est pas le cas. L'anesthésiste est au début, pendant et à la fin. Donc, il va surveiller le patient tout le temps avec donc, tout ce qu'il faut. Il y a ce qu'on appelle des appareils, des moniteurs multiparamétriques. Pour les constances. Voilà, qui vont prendre la température, le pouls, la tension artérielle et tout ce qu'on peut imaginer. Et même, puisqu'on utilise le respirateur au cours de l'anesthésie générale, il y aura des appareils pour, comme on dit, aider le patient à respirer et même tout le long de l'intervention, on va surveiller. Alors, pour continuer, il faut savoir que le réveil, ce n'est pas nous qui réveillons le malade. Chaque patient a sa susceptibilité par rapport aux médicaments. Les médicaments sont donnés en fonction du poids et en fonction de la pathologie et de l'état clinique du patient. Donc, nous, lorsque le chirurgien va dire, bon, écoute, nous suivons l'intervention tout le temps, et lorsque on sait que dans 30 minutes, 35 minutes, l'intervention va finir, alors on commence à réduire les médicaments que nous administrons, puisqu'on a, au cours de l'anesthésie, il y a ce qu'on appelle la phase d'induction,
où on va injecter les médicaments. Ensuite, on va entretenir l'anesthésie. Et cet entretien de l'anesthésie, à un moment, on l'arrête pour que le patient ou la patiente puisse éliminer elle-même ces drogues, les médicaments, et le réveil survient dans les minutes ou les heures qui suivent. Mais il faut savoir que le réveil, un patient qui a eu une anesthésie générale ne se réveille pas pour vous parler tout de suite. Il y a une période où, après l'intervention, le patient est conduit en salle de surveillance post-interventionnelle, qui est équipé comme au bloc opératoire, avec tous les moniteurs, et le réveil se fait progressivement. Alors, il peut arriver que le patient, on va rester toujours dans cette même logique-là, oui. Il peut arriver que le patient soit encore dans les vapes pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela et qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, le patient qui va rester dans les vapes, il peut avoir l'origine, hein, c'est-à-dire qu'au cours de l'intervention, il a pu manquer d'oxygène, il a pu avoir une hémorragie qui ne s'est pas compensée rapidement. Et bon, il peut avoir un certain nombre de choses. Mais quand on parle de vape, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun a sa sensibilité. Okay. Vous, en Géval, vous pouvez vous réveiller juste après une petite intervention, comme on dit, d'une appendicectomie, après 1 heure de temps. Mais quand on dit réveiller après 1 heure de temps, c'est-à-dire qu'après 1 heure de temps, vous êtes en mesure de retrouver votre environnement. Okay. Alors, puisque pour le réveil, il y a les signes. Mais nous sommes anesthésistes. Quand on dit réveil, c'est-à-dire que le patient est hors de danger. Donc, il va reprendre sa respiration. Il ne pourra peut-être pas encore parler tout de suite et voir les gens, puisque des fois, si vous avez déjà accompagné des gens pour des interventions, quelques minutes après, vous leur parlez, ça va? Oui, ça va, je vais bien. Il se rendort, il ne se souvient même pas d'avoir parlé. Voilà. Tout à fait. En tout cas, cet univers-là est assez particulier. Et vous l'avez dit, ce n'est pas sans risque. Quels sont les risques liés à l'anesthésie? Alors, chaque type d'anesthésie présente des risques. Il n'y a pas de risque zéro, même en médecine. Hein. Vous pouvez aller faire une injection intramusculaire, vous pouvez faire une allergie, vous pouvez faire un choc. Le premier risque, c'est déjà l'injection des médicaments. L'ingestion des médicaments, puisque les médicaments sont injectés par voie intraveineuse. Donc le premier risque, c'est le risque allergique. L'un des risques importants, c'est cette difficulté de respiration après donc l'intervention. Mais les risques sont... Il y a plusieurs risques, je ne vais pas les égrener tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne lâche pas, on ne laisse pas un patient qui vient d'être opéré pour aller se balader. Avec nous, les médecins anesthésistes, nous avons des infirmiers anesthésistes qui vont surveiller le patient ou la patiente après l'intervention jusqu'à ce qu'elle sorte de danger. Donc les risques sont... Il y a plusieurs... Mais aujourd'hui, nous avons la sécurité de l'anesthésie. Donc, si on voit les statistiques, à l'époque, les morts dues à l'anesthésie étaient importantes. Maintenant, de plus en plus, lorsque même on voit les statistiques, quand on prend dans le domaine obstétrical, donc en gynéco-obstétrique, on peut dire qu'il y a peut-être 2 décès pour 3 000, 4 000 patientes qui sont opérées. Et justement, à ce niveau-là, par rapport au protocole que vous mettiez sur pied, est-ce qu'il peut arriver que lors d'une intervention, on va dire, pour administrer une anesthésie, que cela ne passe pas? On change le protocole? Bon, le protocole, comme on dit, le protocole est décidé en consultation pré-anesthésie. Donc, je prends un exemple, c'est-à-dire nous avons décidé de faire l'anesthésie rachidienne. Donc la moitié du corps pour une césarienne. Et il se trouve que lorsqu'on a fait donc, cette anesthésie rachidienne, ça peut ne pas marcher. Qui passe par la péridurale? Oui, par l'espace. La moelle épinière. La moelle épinière, enfin le liquide céphalorachidien.
Donc, si ça ne marche pas, on reconvertit, on fait l'anesthésie générale. C'est possible. Mais il faut prendre rapidement la décision, il ne faut pas tarder. Ah oui, bien sûr, puisque lorsqu'on fait une rachianesthésie, il y a un temps pour que ce qu'on appelle le bloc s'installe, c'est-à-dire le bloc, c'est-à-dire que ça va bloquer la sensation douloureuse. Il y en a entre 3 et 5 minutes. Donc, au bout de 5-10 minutes, si la personne qu'on veut opérer, dès qu'on a commencé, dit « je sens, je sens, je sens », alors on change, on lui fait, c'est-à-dire on va combiner l'anesthésie rachidienne à l'anesthésie générale. On ne peut pas y mettre 1 heure de temps, ce n'est pas possible. Non, non, on ne va pas attendre que la personne... on commence à opérer, le chirurgien il a commencé son intervention. S'il y a cette sensation douloureuse, nous prenons la décision de changer le type d'anesthésie. Immédiatement. Alors, et si on part sur l'anesthésie locale que nous avons généralement chez les dentistes et tout, il y a ces patients-là, après l'anesthésie, qui disent comme ça, je ressens une douleur énorme et tout, l'anesthésie est finie, j'ai très mal. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de cas? Est-ce qu'il y a même cette douleur qui est ressentie? Oui, puisque chacun d'entre nous ici, je pense, a déjà eu affaire au dentiste qu'on n'aime pas du tout. Et comment? Voilà. Et donc, l'anesthésie locale chez le dentiste est une anesthésie vraiment locale. Et ils ont appris à faire de l'anesthésie. Et si vous voyez, ils vont jusqu'à bloquer des nerfs qui sont plus profonds. Oui. Et donc, une fois que c'est fait, après l'intervention du chirurgien, on se rend compte que la mâchoire est un peu lourde. Et une fois que l'anesthésie est passée, on commence à avoir la douleur. Mais étant anesthésiste, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui plutôt, au XXIe siècle, il est inadmissible qu'un patient ou une patiente souffre de douleur après une intervention. Donc nous avons en adjonction des produits qu'on va administrer après l'intervention pour qu'il n'y ait pas de douleur du tout. Donc ça, c'est chez le dentiste. C'est le dentiste qui décide, lorsqu'il a fini une extraction ou bien un soin dentaire, il va prescrire simplement ce qu'on appelle des antalgiques de palier 1, le paracétamol, des trucs comme ça. Et si la douleur continue, il peut nous demander qu'est-ce qu'on peut rajouter pour augmenter encore le niveau du palier des antalgiques. Voilà. Alors, la pratique de l'anesthésie, c'est sûr que c'est une lourde responsabilité, mais c'est un pan très important dans le traitement de différentes pathologies. Là, on va essayer d'aller à votre rencontre pour avoir quelques témoignages de votre approche avec l'anesthésie. Et puis, c'est sûr que le professeur aura beaucoup à dire à partir de vos commentaires. J'avais eu un panari et devant moi, le médecin m'a anesthésié. Et vraiment, avant l'anesthésie, la douleur était tellement intense. Pour la première fois, la peur est là, la peur s'installe pour la première fois. Mais lorsque l'action est en train d'être menée, que l'anesthésie se fait, vous ne sentez pas de douleur. J'ai été opéré d'une infection anale. Lorsque le médecin est venu, voilà, il m'a fait endormir. Et lorsque je me suis réveillé, voilà, j'ai commencé à ressentir des douleurs puisque c'était dans le sommeil. Je n'ai pas vu comment l'opération s'est déroulée. Voilà. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vraiment ressenti des douleurs atroces. Mais je pense que quelques heures après, voilà, la douleur a commencé à s'estomper. J'ai été opérée d'une appendicite. Et lorsque on se fait opérer, on ne se rend pas compte forcément de la douleur qui va suivre. Et après l'anesthésie, c'était vraiment douloureux. Je ne m'imaginais pas qu'après cette opération, il allait avoir encore des douleurs. Ça faisait vraiment mal. Lorsque l'anesthésie est passée, je me suis vraiment sentie bien. Au départ, j'ai eu très très peur. Parce que j'avais entendu parler de l'effet de l'anesthésie. Et lorsque j'ai subi cela, ça m'a vraiment fait peur. Mais après, j'étais soulagée. Avant toute opération, il y a d'abord des analyses. Mais toujours est-il que le risque,
c'est de ne pas pouvoir se réveiller après l'opération. Bon, je n'ai pas été opéré, mais un proche a été opéré. Et juste avant l'opération, l'anesthésie ne s'était pas bien déroulée. Il y avait des problèmes de dosage. Et donc, justement, il faudrait qu'avant toute opération, il y ait vraiment un point d'honneur qui soit mis sur le dosage, puisque le corps humain demeure complexe. Donc, il serait très important que l'anesthésiste puisse passer en revue toutes ces constantes-là pour permettre un bon travail de celui qui aura à charge de faire l'opération. Voilà, des appréhensions et rien que des appréhensions. Au début, on a très peur, mais après, vous devenez des anges quand la douleur passe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on vient d'entendre et de voir? Dans ce qui a été bien passé, il faut dire que, d'une manière générale, ce que je retiens, c'est que tous ceux qui ont parlé ont réellement peur de l'anesthésie. Alors, je tiens à rassurer la population qu'il y a tellement de choses qui sont dites. Oui, j'ai peur, je ne vais pas me réveiller. Ou je me réveille même en pleine opération. Ou bien je me réveille en pleine opération. Ça, c'est des légendes parce que, comme je disais, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, ça se faisait, puisque... mais aujourd'hui, la sécurité en anesthésie est optimale. Pourquoi? Parce que c'est une science. Ce n'est plus des actes comme ça, de façon empirique, c'est une science. Et je viens de dire que le médecin anesthésiste est au début, pendant et à la fin. Et la partie post-opératoire nous incombe concernant la douleur post-opératoire sur laquelle on agit avec des antalgiques et même on utilise des médicaments. Au cours de l'intervention, on utilise des médicaments, des morphiniques et même après l'intervention, quand cela nécessite, on va nécessiter des morphiniques pour calmer la douleur. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui, au XXIe siècle, il est inadmissible qu'après une intervention, le patient souffre de douleur. Au Canada ou en France, c'est inimaginable. Puisque vous savez que le dernier qui a parlé du dosage et tout, oui. Je suis un peu surpris parce que, comme les gens ne savent pas, ils pensent que l'anesthésie se fait, je répète toujours, de façon empirique, non. Même si la personne fait 100 kg, 120 kg, on lui fera la dose, pas pour 120 kg, mais il y a ce qu'on appelle le poids idéal. Et tous ces médicaments, en termes de pharmacologie, sont utilisés pour les patients. Et ce que les gens ne savent pas, le médecin anesthésiste, on se moque un peu des autres médecins, parce qu'on se dit que nous sommes les plus intelligents. Pourquoi? Vous avez le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes au centre de tout. Un hôpital sans soins de réanimation d'anesthésie n'est pas un hôpital. Et pour pouvoir intervenir, pour pouvoir opérer un patient, nous sommes obligés de connaître sa pathologie. Mais pour connaître la pathologie, c'est pratiquement toute la médecine. C'est clair. Parce qu'il y en a qui vont venir, il a un Parkinson, il a un diabète, il a une une hyperthyroïdie. Nous devons connaître tout ça. Et nous le savons parce que nous savons quels sont les effets de l'hyperthyroïdie, de l'hypertension sur un patient et les risques que ça provoque. Merci beaucoup au professeur Eounou Hyacinthe. On rappelle qu'il est anesthésiste réanimateur. Il est chef de service d'anesthésie-réanimation à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il a été avec nous pour répondre à toutes nos questions. Voilà, et surtout nous dire de ne pas avoir peur de l'anesthésie. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci à Alice. Et merci infiniment, professeur. En somme, il faut retenir que les médecins anesthésistes sont les amis de la vie. Et on se reverra demain en pleine forme et toujours en vie, en votre compagnie. À demain. À demain. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.